Il y a 252 millions d'années, quelque chose a failli éteindre toute vie sur Terre. Pas un astéroïde, pas une glaciation. Quelque chose de plus insidieux, quelque chose d'invisible. L'oxygène a disparu des océans. Les eaux se sont transformées en pièges mortels. Et en quelques milliers d'années, un battement de cils à l'échelle géologique, 90% des espèces marines ont été anéanties. 70% des vertébrés terrestres ont suivi. Les scientifiques appellent cet événement la Grande Mort. Et ce qui est troublant, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes signaux commencent à réapparaître. Quand on parle du futur de l'humanité, on pense souvent aux guerres, aux pandémies, peut-être à l'intelligence artificielle. Mais il existe deux menaces bien plus fondamentales. Deux scénarios qui ne font pas la une des journaux, mais qui pourraient rendre notre planète inhabitable. Le premier, on pourrait manquer d'oxygène. Le second, on pourrait manquer de nourriture. Et le plus effrayant, c'est que ces deux catastrophes ne sont pas des hypothèses lointaines. Elles sont déjà en train de se produire, lentement, silencieusement, sous nos pieds et dans nos océans. Commençons par ce que tu respires en ce moment. L'air qui entre dans tes poumons contient environ 21% d'oxygène. C'est le chiffre magique. En dessous de 19,5%, ton corps commence à souffrir. En dessous de 16%, tu meurs en quelques minutes. Ce 21% te semble probablement immuable, comme une constante de l'univers. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 4 milliards d'années, l'atmosphère terrestre ne contenait pratiquement pas d'oxygène. Zéro. L'air était un mélange toxique de méthane, d'ammoniac et de dioxyde de carbone. Si tu avais été téléporté sur cette terre primitive, tu serais mort en une inspiration. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des organismes microscopiques, les cyanobactéries, ont développé la photosynthèse. Ils ont commencé à transformer le CO2 et l'eau en sucre en libérant de l'oxygène comme déchets. Pendant des centaines de millions d'années, cet oxygène a été absorbé par les océans et les roches. Puis, il y a environ 2,4 milliards d'années, les réservoirs étaient pleins. L'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Les scientifiques appellent ça la grande oxygénation. Et c'est l'événement le plus important de l'histoire de la vie sur Terre. Sans lui, ni toi, ni moi n'existerions. Maintenant, voici ce que les manuels scolaires ne te disent pas. Cette concentration de 21% n'est pas stable, elle fluctue. Elle a atteint 35% il y a 300 millions d'années, c'est pour ça que les libellules faisaient la taille de mouettes à cette époque. Elle est descendue à 15% pendant certaines périodes, et elle est en train de baisser à nouveau. Les mesures de l'Institut Scripps montrent que l'oxygène atmosphérique diminue d'environ 4 parties par million chaque année. Ça semble insignifiant. Mais un modèle mathématique publié récemment suggère que si cette baisse suit une courbe parabolique plutôt que linéaire, les conséquences pourraient être bien plus rapides qu'on ne le pensait. Mais ce n'est pas dans l'atmosphère que le danger est le plus immédiat, c'est dans les océans. Tu sais d'où vient l'oxygène que tu respires. Si tu as pensé aux forêts, tu n'as qu'à moitié raison. Les arbres produisent effectivement de l'oxygène, mais entre 50 et 70% de l'oxygène atmosphérique vient d'ailleurs. D'organismes que tu ne vois jamais, que tu ne connais probablement même pas. Le phytoplancton. Ces organismes microscopiques flottent dans les couches supérieures des océans, là où la lumière du soleil peut les atteindre. Et ils font exactement ce que font les plantes sur Terre. Ils absorbent le CO2 et libèrent de l'oxygène par photosynthèse. Le phytoplancton est la base de la chaîne alimentaire marine. Il nourrit le zooplancton, qui nourrit les poissons, qui nourrissent les plus gros poissons, et ainsi de suite jusqu'aux baleines. Sans phytoplancton, l'océan s'effondre, et sans phytoplancton, tu ne respires plus. Maintenant, voici ce qui se passe en ce moment même. Les océans se réchauffent. Depuis les années 1960, ils ont absorbé plus de 93% de la chaleur excédentaire générée par le changement climatique. Cette chaleur modifie tout. L'eau chaude contient moins d'oxygène dissous que l'eau froide. C'est de la physique de base. Plus l'océan se réchauffe, moins il peut retenir d'oxygène. Mais ce n'est pas tout. L'eau chaude est plus légère. Elle reste en surface et ne se mélange plus avec les eaux profondes. Cette stratification empêche l'oxygène de descendre vers les profondeurs. Résultat, des zones entières de l'océan deviennent privées d'oxygène. Les scientifiques les appellent des zones mortes. En 2023, la zone morte du golfe du Mexique s'étendait sur plus de 20 000 km². Une surface équivalente à 2 fois la Corse. Aucun poisson, aucun crustacé, aucune vie ni survie. Et ce n'est pas un cas isolé. Il existe aujourd'hui plus de 500 zones mortes identifiées dans les océans du monde. Leur nombre a quadruplé depuis les années 1960.
Et une étude de 2024 montre que 94% de ces zones mortes se trouvent dans des régions qui vont connaître un réchauffement d'au moins 2 degrés d'ici la fin du siècle. Les zones mortes ne restent pas en place, elles s'étendent, elles fusionnent. La zone morte de la mer Baltique est aujourd'hui la plus grande du monde, plus de 60 000 km² d'eau sans vie. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé il y a 252 millions d'années. La Grande Mort, l'extinction Permien-Trias, a été provoquée par une série d'éruptions volcaniques en Sibérie. Ces éruptions ont libéré des quantités massives de CO2 dans l'atmosphère. Le climat s'est réchauffé brutalement. Les températures moyennes ont grimpé de plus de 10 degrés et les océans sont devenus anoxiques. Privés d'oxygène. Les recherches de l'Université de Washington ont montré que ce n'était pas l'acidification ou les poisons qui ont tué la vie marine. C'était simplement le manque d'oxygène combiné à la chaleur. Les organismes avaient besoin de plus d'oxygène pour survivre dans l'eau chaude, mais il y en avait moins disponible. Le résultat, une extinction massive qui a mis 5 millions d'années à se résorber. La vie a failli disparaître de notre planète, et aujourd'hui, nous répétons exactement le même schéma, en beaucoup plus rapide. Mais attendons un instant avant de paniquer sur l'oxygène, parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus immédiat qui pourrait nous atteindre en premier, la faim. En 2050, nous serons près de 10 milliards d'humains sur Terre. C'est 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. Et ces 2 milliards de personnes supplémentaires auront besoin de manger. Les projections de l'ONU indiquent que la demande alimentaire mondiale va augmenter de 35 à 60% d'ici 2050. Ce qui signifie qu'on devrait produire au moins 50% de nourriture en plus. Le problème, c'est qu'on va en produire moins. Le GIEC a projeté que sans adaptation, les rendements agricoles mondiaux vont baisser d'au moins 5% d'ici 2050. Certaines études parlent de 15 à 20% de pertes pour le blé, le riz et le maïs d'ici 2080. Et ces chiffres sont probablement optimistes. Pourquoi ? Parce que plusieurs facteurs convergent en même temps. Le premier, la chaleur. Les cultures ont des seuils de température au-delà desquels elles ne peuvent plus se développer correctement. Le blé, par exemple, souffre quand les températures dépassent 34 degrés pendant la floraison. Le maïs ne supporte pas plus de 35 degrés. Or, ces températures sont de plus en plus fréquentes dans les grandes zones agricoles. Le deuxième, l'eau. 80% des cultures mondiales dépendent de la pluie. Et les schémas de précipitation changent. Certaines régions reçoivent des pluies torrentielles qui détruisent les récoltes. D'autres subissent des sécheresses prolongées. L'agriculture nécessite de la prévisibilité. Et le climat devient de plus en plus imprévisible. Le troisième facteur est peut-être le plus inquiétant. Et c'est celui dont on parle le moins, les sols. Tu marches dessus tous les jours sans y penser. Mais le sol sous tes pieds est l'une des ressources les plus précieuses de la planète. Et on est en train de le détruire. En 2014, une responsable de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, a déclaré que si les taux actuels de dégradation des sols se poursuivaient, il ne resterait peut-être que 60 récoltes avant que les sols arables mondiaux ne soient épuisés. Cette affirmation a fait les gros titres. 60 récoltes, 60 ans avant la fin de l'agriculture. Depuis, des chercheurs ont nuancé ce chiffre. La réalité est plus complexe. Tous les sols ne se dégradent pas au même rythme. Certains s'améliorent même grâce à des pratiques agricoles régénératrices. Mais voici ce qui est incontestable. Environ un tiers des sols mondiaux sont déjà dégradés. Et on perd chaque année 24 milliards de tonnes de sols fertiles. Pour former 3 cm de terre arable, il faut environ 1000 ans. On les détruit en une génération. Et maintenant, voici où les deux crises se rejoignent. Souviens-toi du phytoplancton, ces organismes microscopiques qui produisent la majorité de notre oxygène. Ces mêmes organismes sont aussi à la base de la chaîne alimentaire marine. Et 3 milliards de personnes dépendent des produits de la mer pour leur apport en protéines. Quand les océans se réchauffent et perdent leur oxygène, le phytoplancton souffre. Quand le phytoplancton décline, les poissons déclinent. Quand les poissons déclinent, des milliards de personnes perdent leur principale source de nourriture. Et moins de phytoplancton signifie aussi moins d'oxygène dans l'atmosphère. C'est un cercle vicieux, une boucle de rétroaction qui s'auto-renforce. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre acteur dans cette histoire. Un acteur qu'on oublie presque toujours, les insectes. Tu as peut-être remarqué quelque chose si tu as plus de 30 ans. Quand tu faisais un long trajet en voiture dans les années 90, ton pare-brise était couvert d'insectes écrasés à l'arrivée. Aujourd'hui, il est presque propre. Ce n'est pas une illusion. Les populations d'insectes s'effondrent à une vitesse alarmante.
Une étude en Allemagne a montré que la biomasse d'insectes volants a chuté de 75% en 27 ans dans les zones protégées. Pas dans les champs agricoles, dans les réserves naturelles. Une méta-analyse de 2019 a conclu que 40% de toutes les espèces d'insectes sont en déclin. Un tiers sont menacés d'extinction. Et une étude de 2024 projette que 14 à 31% des espèces d'insectes pourraient disparaître d'ici 2070 selon les scénarios climatiques. Pourquoi est-ce que ça devrait inquiéter ? Parce que 75% des cultures alimentaires mondiales dépendent au moins partiellement de la pollinisation par les insectes. Les abeilles, les papillons, les mouches, les guêpes, sans eux, pas de pommes, pas d'amandes, pas de courgettes, pas de café, pas de chocolat. En Chine. Dans certaines régions où les pollinisateurs ont disparu, des armées de travailleurs doivent polliniser les arbres fruitiers à la main, avec des pinceaux et des bâtons garnis de plumes. Imagine un monde où chaque fleur doit être pollinisée manuellement. Imagine le coût, imagine les pénuries. Et les insectes ne font pas que polliniser. Ils décomposent la matière organique. Ils aèrent les sols, ils sont la nourriture de base pour les oiseaux, les poissons, les amphibiens et des milliers d'autres espèces. Quand les insectes disparaissent, tout l'écosystème vacille. Alors, où en sommes-nous ? Les océans perdent leur oxygène, les sols s'épuisent, les insectes disparaissent, la population augmente, la demande alimentaire explose, et le climat devient de plus en plus hostile à l'agriculture. Toutes ces crises sont interconnectées, elles se renforcent mutuellement et elles convergent toutes vers un même horizon. Est-ce que l'humanité va s'éteindre comme les dinosaures ? Probablement pas. L'espèce humaine est incroyablement adaptable. On a survécu à des glaciations, à des éruptions volcaniques massives, à des pandémies. Mais il y a une différence entre survivre et prospérer. Un monde où l'oxygène devient plus rare dans certaines régions, où les océans sont des déserts biologiques, où les récoltes échouent régulièrement, où des milliards de personnes n'ont pas assez à manger. Ce monde n'est pas de la science-fiction, c'est une trajectoire possible. Et sur cette trajectoire, on avance chaque jour un peu plus. La Grande Mort, il y a 252 millions d'années, a mis des milliers d'années à se déployer. Les espèces ont eu le temps de migrer, de s'adapter, de mourir lentement. Nous, on compresse ce même processus en quelques générations. Mais voici ce qu'on oublie souvent dans ces discussions. La Terre s'en remettra. Elle s'en remet toujours. Après la Grande Mort, il a fallu 10 millions d'années pour que la biodiversité se reconstitue. Mais elle s'est reconstituée. Les dinosaures ont émergé. Puis les mammifères. Puis nous, la planète n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Et c'est peut-être là la vraie question. Pas est-ce que la Terre va survivre ? Elle survivra. Mais est-ce que nous, en tant que civilisation, en tant qu'espèce, serons encore là pour voir ce qui vient après ? Asphyxiés ou affamés ? Ce ne sont peut-être pas deux futurs différents. C'est peut-être le même futur. Un futur où on manque de tout parce qu'on a tout pris sans jamais rien rendre. Les océans nous envoient des signaux, les sols nous envoient des signaux, les insectes nous envoient des signaux. La question n'est plus de savoir si ces signaux sont réels. La question est de savoir si on va les écouter à temps.